Non, je ne viens pas dire que Marvel va dans le mur, que tout est foutu et qu'ils font n'importe quoi. Et non, je ne vais pas non plus vous dire que c'est LE film qui sauve le MCU et qui change tout. Mais il y a un truc spécial avec les 4 Fantastiques premiers pas. Il a été conçu pour être différent des autres, pour être mieux que les autres, et il a même failli réussir jusqu'à un certain point, et c'est de ça qu'on va parler. Salut, c'est Geoffrey, et avant de continuer, c'est le moment de décider si vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi j'ai tendance à râler, me plaindre et m'énerver pour rien, donc même pas besoin d'une séance de psy pour savoir que je suis dans l'équipe des verres à moitié vides. Mais si je vous parle de ça, c'est parce qu'on arrive à la fin du petit marathon du mois de juillet, où on a enchaîné 3 méga blockbusters venus de 3 méga franchises de 3 méga studios. Jurassic World Renaissance, Superman et maintenant les 4 Fantastiques chez Marvel. Ça fait beaucoup en l'espace de quelques semaines et ça a amené à une grande question. Est-ce qu'on a eu un vrai et grand blockbuster de l'été 2025? Alors j'ai vu les 3 films et ma réponse est non. Mais ça, c'est parce que je vois le verre à moitié vide. Imaginons que je sois quelqu'un de sympa, de jovial et qui sourit à la vie. Dans ce cas, je pourrais aussi vous dire qu'on n'a eu aucune catastrophe au rayon blockbuster et que c'est quasiment un miracle vu la tronche de beaucoup de superproductions ces derniers temps. Hello! Alors moi j'ai pas encore vu le film, mais ça fait plaisir de voir un film Marvel avec une direction artistique et des effets spéciaux moins génériques et plus originaux qu'à l'accoutumée. Alors je vais aller découvrir ça au cinéma, mais quand il sortira en vidéo, j'aurai peut-être envie de le revoir dans des conditions les plus similaires possibles à l'expérience salle. Et ça tombe bien, cette vidéo est faite en partenariat avec sonvideo.com. Sonvideo.com, c'est nos camarades experts dans le domaine hi-fi et home cinéma, et le grand intérêt c'est qu'ils mettent l'accent sur le conseil et sur la pédagogie, que ce soit dans leurs 17 magasins en France ou sur leur site internet. Du coup, on leur a demandé un bon plan à choper en ce moment sur le dit site et ils nous ont proposé la télé OLED Samsung TQ55S90F. Alors non, elle ne vient pas avec le code Wi-Fi, TQ55S90F, c'est le nom du modèle et OLED, c'est la technologie la plus aboutie pour ce qui est de l'image. La télé passe de 1990 € à 1790 €, soit une réduction de 200 €. Et si vous détestez tellement les avis d'écran large que vous avez décidé d'arrêter le cinéma, vous pouvez largement vous rattraper avec le jeu vidéo. Avec une fréquence maximale de 144 Hz en 4K disponible sur ses 4 ports HDMI 2.1, c'est une TV de pointe pour jouer. Et si vous voulez profiter de cette promotion, il y a un lien dans la description. Mais vous pouvez aussi cliquer dessus pour découvrir le site de sonvideo.com qui propose plein d'offres du même style toute l'année. Salut! Les 4 Fantastiques ne partaient pas forcément gagnants et pas simplement parce qu'ils traînent les casseroles de 3 films à la qualité douteuse. Je vais pas encore redire, encore une fois, que le MCU a enchaîné les galères depuis le triomphe d'Avengers Infinity War et Endgame, mais quand même, ils ont enchaîné les galères. La phase 4 avec Black Widow, Les Éternels ou encore Thor 4, la phase 5 avec Ant-Man 3, The Marvels ou encore Captain America 4, on a eu 13 films en 4 ans et quasiment la moitié ont été des échecs à un niveau ou un autre. Même Thunderbolts, qui a été accueilli bien plus chaleureusement par la critique et une partie des fans, s'est planté au box-office alors que c'était la conclusion de la phase 5 qui présentait les nouveaux Avengers officiels dans une pirouette finale pleine d'humour et de cynisme. Et non, je ne spoile rien, Marvel a lâché le morceau dès la sortie du film. Les 4 Fantastiques arrivent donc après tous ces problèmes, toutes ces déceptions, tous ces débats, toutes ces frustrations pour ouvrir officiellement la phase 6. Après ça, on a le nouveau Spider-Man en juillet 2026, Avengers Doomsday en décembre 2026 et Avengers Secret Wars en décembre 2027. C'est donc le coup le plus risqué puisque ce sont de tout nouveaux personnages et on a bien vu récemment à quel point c'était pas simple pour Marvel de faire ça. Et c'est là la première bonne idée du film, faire un pas de côté. Oui, ce sont de nouveaux personnages, mais pas d'origine story chiante. Oui, on est dans le MCU, mais dans une autre dimension. Ces deux choix sont malins et permettent au film d'éviter les plus gros pièges des récents Marvel. En gros, c'est comme d'habitude, mais pas exactement en fait. Et franchement, quand les 4 Fantastiques a commencé, j'ai été séduit par cette approche. J'étais agréablement surpris et je dirais même j'étais prêt à voir le verre à moitié plein peut-être. Ça c'était la première heure du film, la suite est un peu plus compliquée, mais on en reparle après. Au début, les 4 Fantastiques offrent tout ce que j'aime dans ce genre de film. On ouvre en grand les portes d'un autre monde. Un monde qui a ses propres règles, ses propres couleurs et ses propres problèmes. Là, c'est le New York des années 60 dans un univers alternatif et rétro-futuriste. C'était donc un boulevard pour s'amuser avec les décors et les accessoires, et on peut saluer le travail du chef déco Kasra Farahani qui avait travaillé sur la série Loki. Et s'il y a bien un aspect de cette série qui était vraiment réussi, c'était les décors. On retrouve ce soin dans les 4 Fantastiques et ça vient également du réalisateur Matt Shakman, lui aussi arrivé chez Marvel par le petit écran puisqu'il a réalisé tous les épisodes de la série WandaVision. Et s'il y a bien un truc qui était réussi dans cette série,
c'était l'ambiance et le jeu avec le kitsch des décors et des costumes. Autant vous dire que Matt Shakman est à l'aise dans le New York rétro-futuriste des 4 Fantastiques, et pour les gens comme moi qui en ont archi marre des décors sans vie et sans âme, du type bureau gris, couloir gris clair, appartement gris foncé, ça fait du bien. Alors oui, on est encore dans des décors en studio qu'on a un peu l'habitude de voir, oui, on voit encore les éternelles rues de métropole, mais là au moins on évite la flemme habituelle du pseudo-réalisme qui a condamné beaucoup de blockbusters à avoir une direction artistique lambda. Il y a un petit quelque chose des Jetsons dans les 4 Fantastiques, si vous connaissez cette série d'animation des années 60, et le MCU avait bien besoin de ce petit ravalement de façade. Et en parlant de ça, si vous voulez qu'on reste beau, écoutez-moi pendant 10 secondes parce que je vais vous redire que c'est vraiment très important de soutenir Écran Large. Dans un paysage où les médias culturels disparaissent les uns après les autres, quand ils ne sont pas rachetés par une grosse entreprise qui les fout en l'air, vos abonnements comptent énormément. Ça nous permet de rester libres, indépendants, de vous proposer des vidéos, des podcasts, des articles et même de nous racheter un coussin Nicolas Cage encore plus dégueulasse. Coucou! L'abonnement vous donne accès à des contenus exclusifs chaque semaine avec une grosse nouveauté cet été, notre premier épisode de podcast réservé aux abonnés où toute l'équipe sera réunie pour parler du fonctionnement d'Écran Large. Tous les détails sont dans la description de la vidéo comme d'habitude. L'autre bonne idée du film Les 4 Fantastiques Premier Pas, c'est de vite faire décoller l'histoire, littéralement. C'est une surprise pour personne entre le Quatuor qui a gagné ses pouvoirs suite à une mission spatiale où ils ont été frappés par des rayons cosmiques, et le colosse Galactus comme grand méchant qui bouffe ses planètes avec sa surfeuse d'argent pour l'annoncer, les 4 Fantastiques allaient forcément avoir un parfum d'étoile. Et on peut dire qu'ils n'ont pas eu trop peur de foncer tête baissée dans l'espace. Très rapidement, il y a du vaisseau spatial, du voyage dans les étoiles, du trou de verre, de l'étoile à neutrons et pas mal de visions franchement spectaculaires, notamment une scène de surf et de poursuite qui donne lieu à quelques images vraiment très belles. Alors il n'y a rien de profondément nouveau là-dedans, et on sent que l'équipe a vu Interstellar pour la manière dont le vaisseau est filmé notamment, mais là encore pour les gens comme moi qui en ont archi marre de voir la Terre ou plutôt l'Amérique comme décor central et qui aiment le côté science-fiction des comics, c'est assez réjouissant. Non seulement on nous présente un monde alternatif sur Terre, mais on nous fait en plus décoller pour mesurer l'ampleur des emmerdes avec Galactus. L'entité cosmique aux dimensions titanesques a droit à une présentation très efficace parce qu'ils ont compris que sa force réside dans la manière de le mettre en scène, de l'éclairer ou plutôt de le cacher. La menace Galactus est à la fois immense et extrêmement simple. Le dévoreur de monde est une créature gigantesque et comme son nom l'indique, elle va juste tout bouffer en arrivant sur Terre. Et a priori, rien ne peut l'arrêter, il faut trouver un moyen de contourner le problème ou éventuellement négocier. Et c'est là que c'est intéressant puisque le sauvetage de la planète finit par reposer sur un dilemme finalement simple et terrible, puis sur un plan absolument dingo qui fera plaisir aux fans de SF comme moi. Ce que je vous raconte là de manière un peu vague, c'est en gros la première heure des 4 Fantastiques et pendant tout ce temps je me disais « Ok, Marvel reprend vraiment du poil de la bête ». On retrouve même un certain sens du merveilleux avec ses aventuriers cosmiques, proches du peuple terrien, qui foncent sans hésiter pour essayer de sauver l'univers. Et la jolie musique de Michael Giacchino est la cerise sur le gâteau. Je pense qu'on est beaucoup à regretter que le MCU ait autant de mal à installer de vrais thèmes musicaux associés à leurs personnages et leur univers. Si on met de côté le travail de James Gunn sur les Gardiens de la Galaxie avec son super jukebox de morceaux pop, les BO Marvel sont globalement oubliables, pour ne pas dire insipides, pour ne pas dire nazes. Et là, avec les 4 Fantastiques, je pense que c'est la première fois depuis bien longtemps que j'ai de petits frissons en entendant un thème et que je l'ai encore en tête en sortant de la salle. En fait, c'était pas arrivé depuis le premier Avengers, avec la musique de Alan Silvestri, et c'était il y a 13 ans pour info. Mais bon, depuis tout à l'heure, je vous parle de la première heure des 4 Fantastiques, vous l'avez compris. Le film dure 1h55, donc voilà. La suite est moins convaincante, on va dire. Mais en réalité, les soucis commencent bien plus tôt que ça, et c'est au moment où il faut passer à la caisse que ça devient évident. Premier souci pour moi, les personnages. Comme d'habitude dans les blockbusters hollywoodiens, n'est-ce pas Superman et Thunderbolts pour citer les plus récents, on nous vend l'idée d'une famille à peine dysfonctionnelle pour une fois. C'est tellement le sujet que dès la première scène, on a le sujet du bébé qui sera au centre de l'intrigue jusqu'à la toute fin. Ok, pourquoi pas, famille ou pas famille, j'ai envie de dire moi je m'en fous, tant que les personnages m'intéressent. Et pour ça, il faut que je comprenne un minimum leurs relations, leurs objectifs, leurs conflits internes et externes, puisque c'est quand même nécessaire d'avoir des choses en surface et des choses cachées si on veut que ce soit intéressant. Bref, c'est bien quand les personnages ont de vraies dimensions. C'est là mon plus gros problème avec les 4 Fantastiques. J'ai l'impression que ces personnages ne sont pas caractérisés, ou alors tellement vite fait qu'on doit se contenter de 3 miettes. Reed Richards est le scientifique, donc le cérébral, Susan Storm est la porte-parole de la bande, plus sentimentale, et Johnny Storm et Ben Grimm sont... Bonne question, j'ai vu le film et je ne sais pas. Il y a bien 2-3 blagues nulles sur le côté séducteur de Johnny, mais ça n'est absolument pas une caractéristique de son personnage dans l'histoire. Pas plus que la vague tentative d'humaniser Ben avec un minuscule petit rôle tenu par une super actrice. Vous pourriez me dire qu'on s'en fout des personnages dans un blockbuster parce qu'on vient pour l'action, le spectacle, les effets visuels, et c'est peut-être vrai jusqu'à un certain point. Pour moi, ça coince quand on arrive à la bataille finale, que les héros doivent affronter Galactus,
faire équipe, aller au bout de leur plan. Quand j'ai regardé cette bataille, en fait, je me suis dit, je crois que je m'en fous, parce que je ne sais pas qui sont réellement ces gens. Et franchement, je suis pas sûr que les scénaristes savaient exactement où ils allaient avec ce quatuor. Quand on regarde la manière dont ils collaborent dans la bataille finale et dont leurs pouvoirs sont utilisés, on dirait que ça ne raconte rien et que rien n'est exploité. Il y a quand même un moment où tout l'enjeu est de savoir si un personnage va utiliser ses pouvoirs jusqu'à un dangereux point de rupture, alors qu'avant ça, jamais on ne nous a donné le moindre indice sur les limites de ce pouvoir. Comment avoir peur si on ne sait même pas ce qui se passe? Comment ressentir quelque chose si rien n'a été préparé dans le film? Il y a carrément un moment où j'ai eu envie de rigoler parce qu'il arrive quelque chose de grave à un personnage, j'en dis pas plus, et on a littéralement un membre de sa famille qui est filmé sans avoir de vraie réaction. On dirait un figurant. Alors il n'est pas au centre de la scène, c'est un autre membre de l'équipe qui est au premier plan pour faire passer l'émotion, mais bordel, appliquez-vous un peu. Si vous voulez que j'en ai quelque chose à faire de cette famille, faites au moins un peu semblant. Et en parlant de faire semblant, rien à dire sur le casting et c'est pas une qualité. J'imagine qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Si je devais préciser ma pensée, je dirais que Vanessa Kirby galère plus que les autres parce qu'elle est à la fois au premier plan dans l'intrigue avec des moments forts et en même temps, elle n'a pas vraiment beaucoup de choses à faire pour exister, pour occuper l'espace, donc tout est superficiel. Et je dirais que Pedro Pascal s'en sort un chouïa mieux parce qu'il a un rôle avec un tout petit peu plus de choses à faire et à dire et des conflits internes plus clairs. Mais bon, globalement, ce quatuor n'est pas l'aspect le plus réussi du film, et on peut en dire autant de Julia Garner, super actrice qui joue ici Shalabal, une version de la surfeuse d'argent adaptée des comics. Elle a un arc narratif ultra basique, réduit à quelques scènes et répliques fonctionnelles, donc c'est du pilotage automatique. Il y a notamment une scène de flashback qui me donne envie d'interdire toutes les scènes de flashback de ce style, et c'est dommage parce que ce personnage aurait pu être vraiment mieux utilisé pour gonfler un peu la dramaturgie franchement tiédasse du film. Et on en arrive à l'autre échec des 4 Fantastiques pour moi, c'est Galactus. Alors c'était pas difficile de faire mieux que dans le film Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent sorti en 2007, où il était représenté comme une espèce de nuage cosmique. Donc oui, c'est mieux. Et comme je disais au début, ça marche même plutôt bien. Le problème c'est à la fin, quand il faut vraiment faire quelque chose avec lui, que les héros doivent l'affronter, coexister dans le même espace, utiliser leur pouvoir pour essayer de l'arrêter et sauver le monde. L'affrontement final est franchement une douche froide, parce que c'est vraiment tout ce qu'on connaît trop et dont on ne peut plus dans ce genre de film. Ça va trop vite, c'est trop facile, la dramaturgie est pauvre, c'est pas très joli, et on nous ressort une pelletée de clichés qui auraient eu leur place dans les films des années 2000, justement. Et là, on sent aucun vrai regard de mise en scène, ce qui est pas vraiment étonnant, puisque sur ces gros films, c'est géré par tout un tas de gens, comme les réalisateurs de seconde équipe ou les artistes VFX, mais pas vraiment les réalisateurs eux-mêmes. D'ailleurs, c'était un peu la même chose dans la série WandaVision. La résolution et la baston finale, c'était clairement pas le truc le plus intéressant et inspiré de l'histoire. C'est donc un climax archi-scolaire, et c'est pire ici, puisque c'est pas un énième méchant basique et interchangeable. C'est Galactus, le dévoreur des mondes, le colosse cosmique, c'est un putain de géant qui débarque à New York, donc c'est quand même une sacrée vision de l'apocalypse. Mais c'est surtout un rendez-vous manqué. Et dans un film qui aurait coûté 200 millions de dollars, qui ouvre la phase 6, qui prépare les prochains Avengers, comme l'indique la scène post-générique qui, sans rien en dire, prépare la suite mais pas de manière franchement flamboyante, c'est un peu dommage tout de même. Après, il y a quand même un truc qui m'a amusé en repensant aux 4 Fantastiques. Je fais partie des gens qui avaient été agréablement surpris par Thunderbolts. Ce film avait certes ses défauts, mais j'y avais retrouvé ce qui manquait à plein de Marvel. Des personnages qui ont une âme, qu'on apprend à connaître, à comprendre, à aimer, bref, avec qui on peut créer une connexion grâce à tout un tas de petites choses à la fois intimes et universelles. Entre Yelena et Bob, Thunderbolts racontait quelque chose sur ces gens et donc sur nous. Il y avait de l'émotion tout simplement. Le problème, c'est que le film restait quand même un peu trop classique à pas mal de niveaux, notamment avec une direction artistique un peu terne et un monde qu'on a déjà vu 1000 fois. Les 4 Fantastiques arrivent juste après Thunderbolts et c'est l'autre face de la même pièce. Là, on a un vrai univers qui semble neuf et qui essaye de construire son propre petit monde, mais avec des personnages porte-manteaux dont je me fiche beaucoup et beaucoup trop pour un tel film. Ça donne 2 films pas entièrement satisfaisants et pour ma part, j'ai une petite préférence pour Thunderbolts, mais si Marvel réussit à refaire des films qui réunissent les qualités de ces deux-là, promis, je verrai le verre à moitié plein. En attendant, je suis obligé de le voir plutôt à moitié vide pour le mois de juillet. On a eu 3 des blockbusters les plus attendus de l'année et je leur ai tous collé un 3 sur 5 sur écran large. Jurassic World, Renaissance, Superman et les 4 Fantastiques, aucune catastrophe, c'est sûr, mais aucun éclat et aucune véritable surprise. Si vous en avez marre de ces films et de nous entendre en parler, rassurez-vous, les prochains, c'est pas avant l'été prochain, avec Supergirl en juin 2026 et le 4e Spider-Man en juillet. Oui, quasiment un an sans gros film de super-héros. Ça fait bizarre, mais en fait ça devrait pas. Ce qui en dit peut-être long sur le cinéma hollywoodien. Et si vous vous demandez quel est le problème fondamental avec pas mal de ces films, on a fait une vidéo d'analyse à ce sujet. Moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt, pas pour un film de super-héros du coup, et peut-être pour parler de science-fiction, avec une série culte des années 80 dont j'ai très envie de reparler, et si tout va bien, c'est pour bientôt en vidéo sur écran large. Salut.